Elle a relevé le menton légèrement. Elle a dit qu'elle était ici en tant que soutien administratif de M. Mensah. Je l'ai coupée. Je lui ai dit qu'à partir de cet instant, elle n'était plus la coordinatrice de qui que ce soit dans cette entreprise. La pièce est tombée dans un silence de pierre. Édouard a frappé la table avec la paume. Il m'a dit de ne pas mélanger nos affaires personnelles avec les affaires de l'entreprise. J'ai fait glisser la résolution de suspension sur la table vers lui. Il l'a prise. Il a lu. Son visage est devenu cendré. Il a lu à voix haute « Suspension de fonction ». Révocation de délégation exécutive. Il a exigé de savoir de quel droit je faisais ça, je l'ai regardé. J'ai répondu lentement. Je lui ai dit que je le faisais en ma qualité d'actionnaire fondatrice, de présidente du conseil de surveillance et d'entité de contrôle légal de Conan Industries. Il a ri. Un rire sec et tremblant. Il m'a dit qu'il avait aussi des parts. Qu'il n'était pas un employé lambda que je pouvais balayer d'un claquement de doigts. Maître Adoua a posé un second dossier sur la table. Elle a déclaré d'une voix ferme et claire: selon le pacte d'actionnaires complémentaires signé le 14 mars, les parts cédées par Mme Conan à M. Mensah sont révocables en cas de faute grave caractérisée portant atteinte aux intérêts de l'entreprise. Nous avons d'ores et déjà réuni des éléments préliminaires attestant d'une relation sur le lieu de travail, d'un détournement d'actifs d'entreprise et de transferts patrimoniaux présumés frauduleux. Édouard s'est retourné vers Céleste. Il lui a dit de se taire. Il a dit qu'elle n'était que mon avocate et qu'elle n'avait aucun droit de le juger. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai lancé l'enregistrement audio de la veille. La voix de Mme Mensah a résonné dans la salle. Elle disait: « La famille Mensah ne peut pas laisser son sang s'éteindre. Si tu n'es pas capable de lui donner ce qu'il faut, tu dois savoir t'effacer. » Puis sa propre voix, confirmant qu'elle était au courant des papiers. Édouard est passé du blanc au gris. Sika se tenait près de la porte, ses yeux cherchant une sortie. J'ai éteint l'enregistrement. Je lui ai dit que ce n'était que la première partie, que je ne souhaitais pas tout exposer encore, par égard pour sa dernière once de dignité. Sa voix s'est faite basse. Il m'a demandé si je voulais vraiment le pousser dans ses derniers retranchements. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui avais brûlé le pont. Je lui ai dit de signer. Il a serré les dents. Il a demandé ce qui se passerait s'il refusait. J'ai regardé la responsable des ressources humaines et je lui ai dit d'envoyer immédiatement l'avis de suspension à l'échelle de l'entreprise et d'informer les banques de geler les autorisations d'Édouard Mensah sur tous les comptes. Il a bondi. Il a attrapé un stylo, mais pas pour signer. Il l'a jeté par terre avec violence, les yeux injectés de sang. Il a crié mon prénom. Il m'a demandé si j'oubliais tout ce qu'il avait fait pour l'entreprise, tout ce qu'il avait représenté. Il m'a demandé si je pensais que Conan Industries survivrait sans son réseau, sans ses contacts, sans sa présence. Je me suis levée. Chaque mot tombait comme une pierre. Je lui ai dit que sans moi, il y a 11 ans, il était encore un consultant sans mission fixe qui cherchait son prochain client. Cette phrase l'a frappé comme une gifle physique. Il s'est figé. Sika fixait le sol. Moi, je ne me réjouissais pas. Je ressentais juste une tristesse profonde et propre. La tristesse de quelqu'un qui sait que ce qu'il perd, il l'avait déjà perdu bien avant de le savoir. Finalement, il a signé. Sa main tremblait tellement que sa signature était illisible. Quand il a reposé le stylo, son pouvoir au sein de Conan Industries s'était officiellement éteint. Mais à ce moment précis, le téléphone de Maître Adoua a vibré. Elle a regardé l'écran. Son visage est devenu grave. Elle s'est penchée vers mon oreille et elle a chuchoté: « L'équipe d'audit vient de signaler 3 contrats de prestations présentant des anomalies sérieuses. Le montant potentiellement détourné dépasse 87 millions de francs CFA. » J'ai serré les poings sous la table. La liaison, c'était de la surface. Ce qui se cachait en dessous était d'une toute autre nature. 87 millions de francs CFA. Ce n'était pas de l'argent abstrait. C'était des années d'efforts. Des contrats arrachés nuit après nuit. Des taux d'intérêt bancaires que j'avais remboursés en me privant de tout. Et lui avait vidé ça de l'intérieur. Je me suis tournée vers lui. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à dire. Avant que j'ordonne une vérification comptable judiciaire complète. Il a essayé de paraître calme. Il a dit que dans toute grande entreprise, il y avait des erreurs dans les contrats. Il m'a demandé de ne pas écouter quelques auditeurs. 87 millions de francs, lui ai-je dit. C'est une erreur très lucrative. Le directeur financier a pris la parole. Sa voix était ferme. Il a déclaré que les journaux de validation des 3 contrats incriminés montraient qu'Édouard avait personnellement demandé de contourner l'étape de vérification des prix. Les courriels d'approbation étaient encore dans le système. Édouard s'est retourné vers lui furieusement. Il lui a demandé qui lui avait donné le droit de l'accuser. J'ai tapé doucement du doigt sur la table. Je lui ai dit que c'était moi. Il s'est étouffé. J'ai décroché mon téléphone. J'ai appelé le responsable informatique.
Je lui ai ordonné de bloquer immédiatement tous les accès réseau pour Edouard Mensah, pour Sika Adjoa et pour 3 employés associés au service des achats. Je lui ai ordonné de sauvegarder l'ensemble des courriels, des historiques de connexion et des journaux de validation de contrat. Aucune donnée ne devait être supprimée. Il a confirmé dans la seconde. Sika a fait un pas en avant, la voix brisée. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec les contrats, qu'elle était coordinatrice, qu'elle faisait ce qu'on lui demandait, qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent. Édouard lui a lancé un regard pour lui ordonner de se taire. Je les ai observés tous les 2. J'ai demandé à Sika si elle voulait qu'on parle du studio de la Riviera enregistré à son nom depuis 18 mois. Elle a pâli. Leurs réactions m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai déclaré la réunion terminée. À partir de ce moment, tous les dossiers liés à Edouard Mensah étaient transmis aux services juridiques et aux auditeurs indépendants. Quiconque serait pris à aider à dissimuler des preuves porterait une responsabilité solidaire. Les gens sont sortis un à un. Édouard est resté, seul. Il me fixait. Dépouillé de son arrogance, il s'est avancé vers moi. Sa voix était très basse. Il m'a rappelé notre mariage. 11 ans. Il m'a demandé si je voulais vraiment l'envoyer en prison. J'ai regardé l'homme devant moi. Je lui ai demandé s'il se souvenait de notre mariage. Quand il utilisait l'argent de l'entreprise pour financer une autre vie, il est resté silencieux. J'ai ramassé mes dossiers et je suis sortie. Dans le couloir, le téléphone de Maître Adjoa a vibré à nouveau. Elle a lu le message. Son expression s'est durcie encore. Elle m'a dit que l'équipe d'investigation patrimoniale venait d'envoyer de nouveaux éléments. 2 locaux commerciaux sur la rue du Commerce et l'avenue Chardy étaient enregistrés au nom de Madame Adèle Mensah. Les flux financiers ayant permis ces acquisitions présentaient des traces directement liées au contrat suspect. J'ai fermé les yeux une seconde. Ce n'était pas qu'un homme qui m'avait trahi. Toute la famille avait pris place à ma table. Et pendant des années, j'avais pensé qu'il mangeait avec moi. Je suis restée dans mon bureau jusqu'à presque midi. Devant moi, un état de flux de trésorerie aussi long que mon avant-bras. Des chiffres froids. Des noms de sociétés. Des dates de virement. 3 contrats douteux. 2 sociétés fictives. Un compte personnel lié au cousin de Madame Mensah, un certain Hervé Assou, que j'avais croisé 2 ou 3 fois lors de repas de famille sans jamais lui accorder d'attention particulière. Et l'argent avait afflué vers 2 locaux commerciaux de première catégorie à Abidjan. L'un était loué à une marque de cosmétiques haut de gamme, l'autre à une bijouterie de luxe. Valeur totale estimée, près de 140 millions de francs CFA. Ce n'était plus de l'argent sur des feuilles. C'était devenu des murs, des clés, des revenus locatifs mensuels. Des week-ends à Dubaï dont Madame Mensah avait posté les photos avec enthousiasme sur ses réseaux sociaux. J'ai demandé à Maître Adjoa si nous avions assez d'éléments pour un gel d'actifs. Elle a posé une autre pile de documents devant. Moi, elle m'a expliqué que si on s'en tenait au seul flux financier, il faudrait une vérification complémentaire. Mais le cousin Hervé avait signé un accord de prêt personnel avec Édouard au moment exact des transferts. Le prêt était sans intérêt, sans date de remboursement, et avait été utilisé comme apport pour les 2 locaux commerciaux. C'était un schéma classique de dissimulation frauduleuse d'actifs. J'ai lâché un rire sec. Ils avaient littéralement construit un circuit de blanchiment en famille. Maître Adjoa m'a regardé avec gravité. Elle m'a dit que si on allait jusqu'au bout, ce ne serait plus un simple litige de divorce. Ce deviendrait une affaire pénale à part entière. Elle m'a demandé si je voulais toujours lui laisser la possibilité de se rendre lui-même. J'ai regardé par la fenêtre. Pendant 11 ans, j'avais donné trop de chance. Et chaque fois qu'il avait senti mon pardon, il avait pensé que j'étais sans fond. J'ai dit non. Je voulais qu'il regarde chaque couche se décoller devant ses propres yeux. Cet après-midi-là, j'ai demandé à mon chauffeur de me conduire devant la bijouterie de l'avenue Chardy. Je lui ai demandé si le fait d'entrer dans ma propre entreprise nécessitait désormais une autorisation préalable. La pièce s'est figée, Sika s'est levée, a ramassé sa tablette et a regardé Édouard avec des yeux qui cherchaient une bouée de sauvetage. Je me suis tournée vers elle. Je lui ai dit de préparer les comptes rendus de toutes les réunions de direction des 3 derniers mois et de les déposer sur mon bureau d'ici midi. Elle a hoché la tête et elle est sortie sans un mot. Édouard a fait le tour du bureau pour s'approcher de moi. Il a essayé de prendre ma main en me disant que rien n'était ce que ça avait l'air. J'ai retiré ma main avant qu'il ne puisse la toucher. Je lui ai dit que ce soir à 20h, nous irions chez sa mère. Que je voulais lui parler de certains papiers. Son visage a changé instantanément. Il m'a dit que sa mère était fatiguée, que ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait régler ça entre nous. Je lui ai dit que s'il ne se présentait pas, j'enverrais un avis juridique formel directement chez elle par porteur. Il a voulu parler encore. Je ne l'ai pas laissé. J'ai pris mon sac et je suis sortie.
Dans l'ascenseur, mon téléphone vibrait. Ces messages arrivèrent les uns après les autres. Il me suppliait de ne pas m'emballer. Il promettait de tout expliquer. Il jurait que Sika ne signifiait rien. J'ai regardé les mots sur l'écran et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la colère, pas de la tristesse. Une espèce de calme glacial, presque scientifique, comme si je regardais une expérience se dérouler devant moi. Je n'ai pas répondu. À 19h45, ma voiture s'est arrêtée devant la grande propriété de Cocody Ambassade. C'était une maison que j'avais achetée à la belle-mère d'Edouard, Madame Adèle Mansa, la 4e année de notre mariage. Juste après que Conan Industries avait signé son premier contrat continental, un accord avec un opérateur logistique ghanéen d'une valeur de 4 200 000 €. À l'époque, Madame Mensa m'avait pris les mains, elle avait pleuré. Elle m'avait dit que je valais mieux qu'une fille de sang pour elle. J'avais cru ses larmes, je les avais tellement crues que l'acte de propriété était à son nom. J'avais seulement gardé une procuration patrimoniale, signée à la demande de Maître Adoua, que j'avais trouvée excessive à l'époque. Ce soir, cette prudence valait de l'or. Édouard est arrivé 2 minutes après moi. Il sortait de sa voiture en courant, sa chemise à moitié ouverte, l'air paniqué. Il m'a supplié d'écouter. Il m'a dit que sa mère ne savait pas grand-chose, que je ne devais pas l'agiter. Je lui ai demandé s'il avait peur que sa mère parle de choses qu'il ne lui avait pas encore expliquées. Il a serré les lèvres. J'ai sonné à la porte. Madame Mensa a ouvert elle-même. Elle portait un boubou en basin vert foncé, les cheveux couverts d'un foulard assorti. En me voyant, elle a affiché un sourire chaleureux. Mais ses yeux ont cherché Édouard derrière moi avec une rapidité qui m'a tout dit. Elle m'a accueilli avec effusion. Elle a dit qu'elle avait préparé un attiéké au poisson fumé comme je l'aimais. Elle a dit que je devais être épuisée du voyage. Je suis entrée dans le salon. L'odeur de la cuisine remplissait la pièce. La table était dressée. Tout était parfait. Trop parfait. J'ai posé mon sac sur le canapé. Je lui ai dit que je n'étais pas venue pour manger. Son sourire s'est contracté. Elle a demandé ce que je voulais dire. Elle a dit que quand un mari et une femme ont des différends, il faut en parler doucement. Elle m'a reproché d'entrer chez elle avec un visage fermé. Édouard a essayé d'intervenir. Il a dit que j'étais fatiguée, que ça se voyait. Je me suis tournée vers lui. Je lui ai dit qu'il avait suffisamment parlé, que c'était maintenant à sa mère de répondre à mes questions. Madame Mansa a posé brusquement le bol qu'elle portait sur la table. Elle a dit, d'une voix qui montait, « Qu'est-ce que tu insinues? Tu viens ici interroger ta belle-mère maintenant? » Puis les mots ont coulé. Des mots qu'elle gardait en elle depuis longtemps, apparemment. Elle a dit qu'Édouard gérait l'entreprise à lui seul pendant que j'étais perpétuellement en voyage. Elle a dit que j'avais trop d'orgueil pour reconnaître ce que son fils apportait. Elle a dit que je m'accrochais au titre de directrice comme si c'était une bouée de sauvetage. Et puis elle a dit la phrase de trop. Elle a dit que j'aurais dû me retirer depuis longtemps et lui donner ce foyer dont il avait besoin. Un foyer avec des enfants. J'avais perdu une grossesse 3 ans après notre mariage. Les médecins avaient dit que concevoir à nouveau serait très difficile. J'étais restée hospitalisée 5 jours. Édouard était venu me voir une seule après-midi parce qu'il avait une réunion avec des investisseurs. Pour elle, tout ça se résumait à une phrase. Je n'avais pas donné d'enfant à son fils, j'ai pris une longue inspiration. Je lui ai demandé très calmement si c'était pour cette raison qu'elle avait laissé son fils préparer de faux papiers de divorce sans me le dire. L'air du salon s'est figé. Sa cuillère a vacillé, Édouard derrière moi a cessé de respirer. Un long moment a passé. Puis elle a eu un rire mauvais. Elle a dit « Oui. Et alors? » Elle a dit que la famille Mensa ne pouvait pas laisser sa lignée s'éteindre. Elle a dit que si je ne pouvais pas lui donner ce qu'il fallait, je devais savoir m'effacer. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Maître Adoua. Sur haut-parleur, j'ai dit « Céleste. À partir de ce soir, je veux que tu vérifies tous les actifs placés au nom de Madame Adèle Mensa, cette propriété de Cocody. Le véhicule utilitaire enregistré à son nom. Les 2 comptes de placement financés par mes fonds personnels. Prépare tous les documents pour récupérer l'ensemble conformément à la procuration patrimoniale. » La voix de Maître Adoua a résonné dans le salon. Compris. Les documents sont déjà en cours. Des confirmations de ta part. Les notifications juridiques partent demain à la 1e heure. Le bol de sauce dans les mains de Madame Mensa est tombé sur le carrelage. Édouard m'a regardé comme s'il voyait une étrangère. Il m'a demandé si j'étais devenue folle. Il m'a rappelé que c'était sa mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que j'étais autrefois sa femme. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Les éclats de porcelaine gisaient aux pieds de Madame Mensa. La sauce s'étalait sur le carrelage poli comme une tache qu'on ne pourrait plus jamais effacer. Elle m'a regardée, les lèvres tremblantes de fureur.
Mais pour la première fois en 11 ans de belle famille, elle n'a trouvé aucun mot pour me répondre. Édouard s'est précipité vers moi. Il m'a saisi par le poignet. Il m'a supplié d'écouter. Il a dit que les papiers de divorce, c'était l'idée de sa mère, que c'était elle qui le poussait. Il a dit que Sika, c'était une faiblesse passagère. Il a promis de tout réparer. Il a promis de la renvoyer immédiatement. Il a promis de rentrer à la maison et de tout recommencer. J'ai regardé sa main autour de mon poignet. Cette même main qui avait essuyé mes larmes après ma fausse couche. Cette même main qui, 48 heures plus tôt, avait effleuré l'épaule d'une autre femme dans son bureau. J'ai retiré mon poignet, lentement. Je lui ai dit que je lui donnais jusqu'au lendemain matin 9 heures pour se présenter au siège de Conan, Industrie et remettre officiellement toute délégation exécutive. S'il ne se présentait pas, j'enverrai un avis de suspension immédiate à tous les services, tous les partenaires et toutes les banques avec lesquelles l'entreprise travaillait. Madame Mensah a hurlé. Elle m'a demandé comment j'osais. Je me suis tournée vers elle une dernière fois. Je lui ai dit qu'avant de s'inquiéter pour son fils, elle ferait mieux de penser à elle-même. Que l'avis de reprise de possession de cette propriété lui serait remis en main propre demain matin à 10 heures. Je suis sortie sans me retourner. Dans l'allée, la nuit avait une odeur de jasmin et d'herbe mouillée. Il avait dû pleuvoir pendant qu'on était à l'intérieur. J'ai levé la tête vers le ciel. Mon cœur ne tremblait plus. Ce jeu venait de commencer. Et cette fois, c'était moi qui définissais les règles. Le lendemain matin, je suis arrivée à Conan Industries à 8h30. Le soleil d'Abidjan se levait sur la baie de Cocody. La façade vitrée du bâtiment renvoyait une lumière froide et nette. J'ai regardé le logo de l'entreprise depuis le hall d'entrée. Les couleurs, la typographie, chaque détail que j'avais choisi moi-même à l'époque où on cherchait encore notre identité visuelle sur des feuilles A4 posées sur un bureau de récupération. 11 ans. Ce lieu était ma chair, mon sacrifice, ma fierté. Dans la salle de réunion principale, Maître Adoua m'attendait. À ses côtés, le directeur juridique interne, la responsable des ressources humaines, et 2 membres du conseil de surveillance que j'avais alertés la veille. Sur la table, la résolution suspendant Édouard Mensah de ses fonctions exécutives, le protocole révoquant ses droits de signature, la liste des comptes bancaires à geler dans les 24 heures. Le papier froid contre ma paume m'a donné une étrange sérénité. À 9 heures précises, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. Édouard est entré. Il portait un costume gris charbon que je lui avais offert pour nos 8 ans de mariage. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Son visage cherchait à projeter une assurance tranquille, mais ses yeux injectés de sang et les cernes profonds sous ceux-ci trahissaient une nuit blanche. Et juste derrière lui, Sika Adjoua, elle n'avait rien à faire dans cette salle. Je l'ai regardée. Je lui ai dit que les réunions de direction étaient interdites aux coordinatrices de projet à compter de ce matin. Je lui ai demandé de sortir. Je me tenais dans le couloir de notre maison quand j'ai entendu mon mari dire à voix basse, au téléphone, « Elle ne sait pas encore. Elle ne sait rien. Et avant qu'elle comprenne quoi que ce soit, tout sera déjà fait. » Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé. J'ai simplement fermé les yeux 3 secondes. Et j'ai compris que ma vie venait de basculer sans que personne ne m'ait prévenu. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul message à mon notaire. Un seul. Et avant la fin de la semaine, l'homme qui avait passé 11 ans à utiliser mon nom, mon argent et ma confiance allaient découvrir ce que ça coûte vraiment de trahir une femme qui sait se taire. Je m'appelle Amara Conan. J'ai 39 ans. Je suis directrice générale et fondatrice de Conan Industries, un groupe spécialisé dans l'ingénierie logistique et la gestion de chaînes d'approvisionnement à l'échelle internationale. Notre siège social est à Abidjan. Nos bureaux régionaux couvrent Dakar, Accra et depuis 18 mois, Nairobi. De l'extérieur, les gens voyaient une femme qui avait réussi. Ils voyaient aussi un mari élégant, toujours présent au gala, toujours souriant sur les photos officielles. Ils ne voyaient pas la vérité. Personne ne voyait la vérité. Il y a 11 ans, Conan Industries n'existait pas. Il n'y avait qu'une petite pièce louée dans un immeuble sans climatisation à la Riviera, une connexion Internet instable, et moi. Moi seule, avec les économies que ma mère m'avait transmises en vendant notre maison familiale de Grand-Bassam. Avec un prêt bancaire que j'avais obtenu après 6 refus consécutifs. Avec des nuits sans sommeil et des matins où je ne savais pas si les salaires des 3 premières employées passeraient. À cette époque, Édouard Mensah était consultant commercial indépendant sans contrat fixe. Il était séduisant. Il savait parler. Il savait me regarder d'une façon qui me faisait croire que j'étais la chose la plus précieuse au monde. Il m'a dit qu'il ne me trahirait jamais. Je l'ai cru. Je l'ai tellement cru que quand l'entreprise a commencé à grandir,
Je lui ai proposé un poste de directeur des opérations. Je pensais que lui donner de la responsabilité le rendrait plus heureux, plus stable, plus fier. Je l'ai tellement cru que 3 ans après notre mariage, quand il m'a dit doucement qu'il se sentait diminué parce que tout le monde l'appelait le mari de Madame Conan, j'ai restructuré l'organigramme entier pour lui offrir le titre de président exécutif. Je lui ai transféré 22% de mes parts, pour qu'il ait du poids, pour qu'il soit respecté, pour qu'il ne souffre plus. Ce matin-là, j'étais revenue de Dakar avec un jour d'avance. La réunion avec nos partenaires sénégalais s'était conclue plus tôt que prévu. J'avais signé un accord qui allait soulager l'entreprise d'une pression financière considérable. J'étais heureuse. Je pensais rentrer, poser mon sac, lui faire la surprise. Dans mon sac, j'avais acheté une boîte de chocolat belge qu'il adorait. Ceux avec la ganache au caramel salé. Il en avait parlé la première fois qu'on avait voyagé ensemble à Bruxelles, au tout début. Avant d'entrer dans le bureau, j'ai entendu sa voix, basse, presque amusée. Il disait « Elle ne sait rien. Elle pense encore qu'elle est Madame Mensah. Les papiers sont prêts. Elle a juste pas encore reçu la convocation. » J'ai marqué un arrêt. Ma main s'est figée sur la poignée. Il a ri. Un rire satisfait, paresseux. Puis une voix de femme a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu clairement. Et lui a répondu « Ne t'inquiète pas. Avant Noël, tout sera réglé. Et l'appartement sera à ton nom. » La boîte de chocolat dans ma main a failli tomber. Je suis restée immobile dans le couloir pendant peut-être 20 secondes. Peut-être 1 minute. Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment précis, quelque chose s'est fermé en moi. Pas cassé. Fermé. Comme une porte qui claque doucement mais définitivement. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis retournée vers l'entrée. J'ai posé la boîte de chocolat sur la console du hall. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Maître Céleste Adoua, mon avocate personnelle, qui travaillait avec moi depuis les premières années de l'entreprise. Céleste, j'ai besoin de toi ce soir. Urgent. Appelle-moi dès que tu peux. Puis je suis ressortie. Avant de continuer, j'ai une question pour vous. Juste une petite question légère, parce que j'adore savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez ce soir. Je lis tous vos messages. Et ça me touche vraiment chaque fois. Maintenant, pour que vous compreniez vraiment pourquoi ce que j'ai fait ensuite était la seule chose possible, il faut que je vous emmène en arrière. Très en arrière. Ma mère s'appelait Bintou Conan. Elle était couturière. Elle travaillait 16 heures par jour dans un petit atelier de la commune d'Adjamé. Elle cousait des robes de mariée, des tenues de cérémonie, des uniformes d'école. Elle ne se plaignait jamais. Elle m'a dit une fois, quand j'avais peut-être 12 ans, « Amara, le monde appartient à ceux qui restent debout quand les autres s'assoient. » Elle a tout sacrifié pour que je fasse des études. Elle a vendu ses bijoux quand j'étais en classe préparatoire. Elle a dormi dans une chambre froide un hiver entier pour économiser l'argent du loyer et me l'envoyer. Quand j'ai créé Conan Industries, la première chose que j'ai faite avec le premier vrai bénéfice, c'est acheter une maison pour elle. Pas grande, mais propre, lumineuse, avec un jardin. Elle est décédée 3 ans plus tard, avant de voir vraiment jusqu'où l'entreprise irait. Cette maison, après son décès, je l'avais conservée. C'était tout ce qu'il me restait d'elle. Un endroit concret. Un souvenir en pierre et en carrelage. Et c'est précisément cette maison qu'Édouard avait décidé d'utiliser contre moi. Mais je ne le savais pas encore. Pas ce soir-là. Ce soir-là, je savais seulement une chose. L'homme à qui j'avais donné 11 ans, une entreprise, ma confiance absolue et 22% de mes parts, était en train de préparer ma chute. En secret, avec méthode. Et avec quelqu'un d'autre. Maître Adoua m'a rappelé 40 minutes plus tard. Je lui ai expliqué calmement ce que j'avais entendu. Ma voix était si neutre qu'elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai répondu « Je vais très bien. J'ai juste besoin que tu fasses quelque chose ce soir. » Discrètement. Elle m'a dit de continuer. Je lui ai dit que je voulais activer le mécanisme fiduciaire de protection que nous avions structuré, ensemble 2 ans plus tôt, celui que j'avais signé sans vraiment croire que j'en aurais jamais besoin. Je voulais y transférer l'intégralité de mes 51% de parts de contrôle de Conan Industries. Immédiatement. Avant la nuit. Maître Adoua a été silencieuse quelques secondes. Elle a dit « Tu réalises que ça signifie qu'il ne pourra plus toucher à rien. Ni décision, ni compte, ni droit de vote. Rien. » J'ai répondu « C'est exactement ce que je veux. » Elle m'a dit qu'elle s'occupait de tout. Qu'elle me rappellerait dès que les transferts seraient confirmés. J'ai raccroché. J'ai regardé le ciel d'Abidjan par la fenêtre de mon taxi. Les lumières de la ville se reflétaient sur la lagune. Je tenais toujours la boîte de chocolat. Je l'ai regardée longtemps. 11 ans de mariage, c'est beaucoup. Trop pour que ça finisse de cette façon.
trop pour que ça finisse sur une conversation entendue par hasard derrière une porte. Mais certaines portes, quand elles s'ouvrent, elles ne se referment jamais vraiment. Le lendemain matin, j'ai choisi avec soin un tailleur anthracite, des chaussures basses, solides. Pas de bijoux voyants. J'avais les yeux légèrement rouges, mais mon visage ne montrait rien. J'avais reçu la confirmation à 2h47 du matin. Les transferts étaient finalisés. Mes 51% étaient désormais protégés dans une structure fiduciaire que lui ne pouvait pas approcher. Pas bloqué, pas contesté, sans un procès long et coûteux. Il pensait encore qu'il était assis sur un trône. Il ne savait pas que les fondations s'étaient effondrées pendant la nuit. Je suis arrivée à Conan. Industrie à 9h précise. La réceptionniste, Prudence, m'a regardée avec de grands yeux. Elle m'a dit qu'elle pensait que je ne revenais que le lendemain. Je lui ai souri calmement. Je lui ai demandé si Édouard était déjà là. Elle a dit oui. Puis elle a ajouté, hésitante, « Mademoiselle Sika est aussi avec lui dans le bureau de direction. » J'ai marqué une pause. Sika Adjoa, 31 ans, recrutée il y a 2 ans comme coordinatrice de projets spéciaux. Elle était brillante en réunion, discrète dans les couloirs. Elle portait toujours des tenues sobres, des couleurs neutres. Elle parlait peu mais juste. Je ne l'avais jamais regardée avec méfiance. On ne regarde jamais avec méfiance les gens qui font exactement ce qu'on attend d'eux. J'ai fait un signe à Prudence pour lui dire de ne rien annoncer. Et je suis allée directement à l'ascenseur. Le couloir du 14e étage était silencieux. La moquette absorbait le bruit de mes pas. La porte du bureau de direction était fermée mais pas verrouillée. Je l'ai poussée. La scène que j'ai vue ne m'a pas dévastée comme la veille. Mais elle était suffisante pour confirmer tout ce que j'avais besoin de savoir. Sika était assise sur le bord du bureau. Elle tenait une tablette. Édouard était penché vers elle, son bras effleurant le sien. Ils regardaient quelque chose ensemble, et il souriait de ce sourire détendu, intime, que je ne lui voyais plus depuis des années. En entendant la porte, ils se sont redressés brusquement. La tablette a failli tomber. Édouard a blêmi. Il a bafouillé quelque chose sur une réunion, sur des documents urgents. Je suis entrée calmement. J'ai posé mon sac sur le bureau, avec un bruit net. Une religieuse âgée nous a ouvertes après que j'ai mentionné le nom de ma mère. En silence, elle nous a conduites vers une rangée de petites chambres à l'arrière du bâtiment. Une porte était entr'ouverte. De l'intérieur, j'entendais des pleurs étouffés. J'ai poussé la porte. Nathalie était assise sur une couchette, serrant un sac de sport contre elle. Quand elle m'a vue, elle a sauté sur ses pieds, le sang drainé de son visage. Elle m'a supplié de ne pas lui faire de mal. Elle a juré qu'elle ne savait rien. J'ai regardé le sac dans ses bras. Je lui ai demandé pourquoi elle fuyait si elle ne savait rien. Elle a serré le sac plus fort, les yeux injectés de sang, puis elle a parlé. Elle a dit qu'Adèle Mensa l'avait menacée. Si elle ne coopérait pas, Madame Mensa paierait des huissiers pour réclamer une ancienne dette que ma mère lui avait prêtée de son vivant. Et elle menaçait de signaler le fils de Nathalie à la police pour une affaire de dette de jeu. Nathalie a dit qu'elle était vieille et voulait seulement la paix. Je me suis rapprochée. Ma voix tremblait légèrement. J'ai demandé où était le dossier rouge. Elle s'est effondrée sur les genoux. Elle a sangloté. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'il l'avait forcée à signer une déclaration sous serment, affirmant que la maison de Grand Bassam avait été obtenue de façon contestée, que ma mère avait lésé un parent éloigné dans l'héritage de ma grand-mère. Mais elle a juré que c'était faux. Ma mère n'avait jamais lésé personne. La maison lui avait été légitimement léguée par ma grand-mère devant notaire. Ma gorge s'est serrée. Je lui ai demandé pourquoi. Elle avait signé alors. Elle a répondu qu'il l'avait secrètement, enregistré en train de mentir lors d'une mise en scène préparée. Il lui avait dit que si elle ne coopérait pas, il diffuserait la cassette. Elle avait eu tellement peur qu'elle avait accepté l'argent du silence. Mais cette nuit, en fuyant avec le dossier, elle n'avait pas cessé de penser à ma mère. Elle se souvenait de tout ce que ma mère avait fait pour son fils des années plus tôt. Elle ne pouvait pas laisser ruiner le nom d'une femme décédée. Elle a ouvert son sac et en a sorti l'épais dossier rouge à l'intérieur, la déclaration falsifiée, des photocopies d'actes de propriété manipulés, une clé USB et un billet à ordre signé par Nathalie sous pression. J'ai pris le dossier. Mes mains tremblaient, légèrement. Les documents étaient sophistiqués. Un mélange de demi-vérité et de mensonges complets. Ils ne résisteraient là pas à une enquête rigoureuse. Mais ils étaient assez convaincants pour détruire la réputation de ma mère dans la presse et semer le doute. Sur les origines de Conan Industries, j'ai regardé Nathalie. Je lui ai demandé si elle était prête à témoigner. Elle a gardé la tête baissée, secouée de larmes. Elle a dit qu'elle le ferait, qu'elle me suppliait seulement de protéger sa famille. Je me suis tournée vers Maître Adjoa. Je lui ai dit de prendre sa déclaration immédiatement, de tout enregistrer en vidéo et de sceller le dossier. Puis mon téléphone a sonné. Édouard.
Je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix était rauque, glaciale. Il a demandé si j'avais trouvé Nathalie. Puis il a ricané. « Tu crois que ça veut dire que tu as gagné? » Il a dit qu'il se trouvait actuellement dans les bureaux de Conan Industries. Il a dit que si je n'étais pas là dans 30 minutes, il allait faire exploser l'entreprise, là. Sirène d'une alarme incendie commerciale a commencé à retentir à l'autre bout de la ligne. J'ai couru hors de la paroisse avant que le soleil soit complètement levé. Le ciel était encore sombre. Le son des cloches du matin s'est dissipé derrière moi. Maître Adoua a immédiatement appelé la sécurité du bâtiment et les services d'urgence. Je me suis assise dans la voiture, le cœur battant à un rythme que je ne lui connaissais plus. Même si je haïssais Édouard jusqu'aux os, je savais une chose. Conan Industries n'était pas que mon entreprise. C'était des centaines d'employés, des familles, des vies. S'il était vraiment assez fou pour tout emporter avec lui, je ne me pardonnerais jamais d'être arrivé trop tard. La voiture a pris la direction du plateau. De loin, j'ai vu les lumières bleues et rouges des véhicules d'urgence clignoter contre la façade vitrée du bâtiment. Des agents de sécurité guidèrent le personnel de nuit sur le trottoir. Certains serrèrent des ordinateurs portables. D'autres, en uniforme de nettoyage, se tenaient tremblants sur le trottoir. J'ai ouvert la portière avant même que le chauffeur ne s'arrête complètement. Le vent de la nuit m'a giflé le visage. Le chef de la sécurité a couru vers moi. Il a dit que les systèmes d'extinction avaient été déclenchés au 14e étage, mais qu'il n'y avait pas encore d'incendie massif. Édouard était barricadé dans le bureau de direction. Il refusait d'ouvrir à quiconque. Il exigeait de ne voir que moi. Maître Adoua m'a attrapé le bras. Elle m'a dit de ne pas monter seule. J'ai levé les yeux vers le 14e étage. Ce bureau avait été témoin de notre premier grand contrat signé. C'était aussi là que je l'avais surpris avec Sika. Je savais qu'il ne m'avait pas convoqué pour négocier. Il voulait que je sois témoin de sa chute. J'ai dit à Céleste que je montais, mais accompagnée. 2 officiers m'ont escorté dans l'ascenseur de secours. Quand les portes se sont ouvertes au 14e, le couloir clignotait de lumière stroboscopique rouge. Une odeur légère de fumée et de plastique brûlé flottait dans l'air. La porte du bureau était verrouillée. De l'intérieur, j'ai entendu son rire. Il a crié « Amara est là ?» Je me suis placée devant la porte. J'ai répondu calmement. « Je suis là. Ouvre. » Un officier a crié son nom et lui a demandé de coopérer. Silence. Puis le bruit de verre brisé. Il a crié en retour que les accusations, c'était parce que j'avais de l'argent, que tout le monde prenait mon parti. J'ai fermé les yeux une seconde. Puis je les ai ouverts. J'ai parlé clairement. « Louis, tu voulais me voir. Alors ouvre. S'il te reste la moindre dignité, arrête de te cacher derrière une porte verrouillée. » Cette phrase a touché quelque chose. Le verrou a claqué. Les officiers ont poussé la porte immédiatement. Je suis entrée derrière eux. Le bureau était un désastre. Des documents éparpillés partout. Un coin des rideaux était brûlé. Un extincteur gisait sur le sol. Édouard se tenait près du bureau. Chemise froissée, yeux injectés de sang. Dans sa main, une clé USB et quelques papiers froissés. Sur le bureau, la photo encadrée de notre 10e anniversaire d'entreprise était brisée. Le verre fissuré coupait mon propre visage sur la photo en souriant. Il m'a regardé et a dit « Tu as gagné. Tu as récupéré l'entreprise, les maisons, l'argent. Que veux-tu de plus? » J'ai dit « Je veux que tu pèses ce que tu as fait. » Il a secoué la tête. Son rire est devenu plus fort. Il a dit que je voulais le voir à genoux, que je voulais qu'il admette qu'elle l'avait battu. Puis sa voix s'est brisée légèrement. Il a dit « Sais-tu pourquoi je t'ai trahi? Parce qu'à côté de toi, je ne me suis jamais senti un homme. Tu es trop intelligente, trop déterminée, trop intouchable. J'ai vécu 11 ans dans ton ombre. Je me suis sentie fantôme. Une douleur aiguë m'a traversée. Pas par amour, par tristesse, parce que même à la toute fin, il réussissait encore à transformer son propre complexe en ma fauteuil. Je ne lui avais jamais demandé d'être un fantôme. Il l'avait choisi. Il a levé la clé. USB. Il a dit qu'elle contenait les registres de sauvegarde. Que s'il lui perdait tout, je ne connaîtrais pas la paix non plus. Je l'ai regardé. J'ai dit « Nathalie a témoigné. Le dossier rouge est entre les mains de mon avocate. Sika a remis tous les courriels. Kofi est prêt à témoigner sous serment. Et Hervé a été intercepté avec la boîte. Je lui ai dit qu'il n'avait plus de carte. La lumière dans ses yeux s'est brisée. L'énergie maniaque a disparu d'un seul coup. Il a reculé d'un pas. Les épaules se sont affaissées. Il a murmuré que c'était impossible. Que Sika ne l'aurait pas trahi. Je lui ai dit qu'il avait trahi tout le monde en premier. Il m'a regardé. Sa voix s'est faite très basse. Il a demandé « Amara, si je vais en prison, ma mère survivra comment ?» J'ai senti mon cœur devenir de la pierre. Je lui ai demandé « Quand ta mère préparait à salir le nom de la mienne, est-ce qu'elle s'est demandé comment je survivrais à ça ?» Il n'a plus dit un mot.
Les officiers l'ont maîtrisé. Il n'a pas résisté. La clé USB a glissé de sa main. Le petit claque du plastique sur le carrelage a presque été avalé par les alarmes encore actives. Mais pour moi, c'était le dernier clou. En passant devant moi pour être escorté dehors, il s'est arrêté. Dans un murmure rauque, il a demandé « Tu m'as vraiment aimé ?» J'ai regardé l'homme qui avait détruit 11 ans de ma vie. J'ai répondu très doucement « Oui. » Et c'est précisément parce que je t'ai vraiment aimé que ce que tu as fait me rend incapable de te pardonner. Il a baissé la tête. Les officiers l'ont emmené. Les alarmes se sont tues. Le 14e étage est tombé dans un silence lourd. Je suis entrée dans le bureau ravagé. J'ai ramassé le cadre brisé. Sur la photo, la jeune femme de 30 ans souriait. Elle croyait que ce moment durerait toujours. J'ai posé le cadre face contre le bureau et je suis sortie vers les fenêtres. Au dehors, l'aube d'Abidjan se levait sur la lagune. Pâle mais réelle. Indiscutable. Une longue nuit venait de se terminer. Mais le vrai procès de la famille, Mansa ne faisait que commencer. Les mois qui ont suivi ont eu la densité d'une vie entière. Les accusations formelles sont tombées. Les contrats de prestations surfacturés. Les sociétés fictives. Les locaux commerciaux enregistrés au nom de Madame Mansa avec l'argent détourné. Le studio de la Riviera de Sika. Le réseau de dissimulation passant par Hervé. Et la tentative de chantage impliquant la mémoire de ma mère.